Amis randonneurs, bonjour! Aujourd'hui nous sommes à Blois et nous allons visiter le château. Allez, venez avec nous, c'est parti! Ville charnière entre la Beauce au nord de la Loire et la Sologne au sud, Blois est le centre commercial d'une région agricole produisant principalement du blé, en Beauce, et dans la vallée, du vin, des fraises, oignons à fleurs et légumes, surtout l'asperge. Un peu d'histoire. Les comtes de Blois furent au Moyen-Âge de puissants féodaux à la tête d'un ensemble double, comprenant d'une part la région de Blois et de Chartres, et d'autre part la Champagne, malgré les assauts répétés de leurs voisins et rivaux, les comtes d'Anjou, et en particulier le redoutable Foulques Nérat, qui rognèrent une partie de leur domaine blésois, ils fondèrent une puissante dynastie. Un comte de Blois épousa la fille de Guillaume le Conquérant, et leur fils Étienne devint roi d'Angleterre en 1135. À cette époque, la maison de Blois atteint son apogée avec Thibaut IV. À la mort de ce dernier, en 1152, elle se met à privilégier la Champagne et délaisse quelque peu les pays de la Loire et l'Angleterre, où les Plantagenets la supplantent en 1154. En 1234, Saint-Louis achète les droits du comte de Champagne sur le comté de Blois. En 1392, le dernier des comtes, Guy de Châtillon, le vend au duc Louis d'Orléans, frère de Charles VI. Désormais, la cour d'Orléans se tient à Blois. Puis c'est l'aîné des fils de Louis d'Orléans, Charles, qui a hérité du château et y passe une partie de sa jeunesse. Blois est sa résidence préférée. Une grande joie lui advient à ses vieux jours. À 71 ans, il a enfin un fils. C'est le futur Louis XII. Et c'est l'âge d'or de la Renaissance. Né à Blois en 1462, Louis XII succède à Charles VIII en 1498. Blois devient résidence royale au détriment d'Ambroise. Puis c'est François Ier qui s'y installe jusqu'en 1526. C'est sous Henri III que l'intérêt historique est à son point culminant. Les États généraux se tiennent 2 fois à Blois. En 1576, on y réclame la suppression de la religion protestante. En 1588, Henri de Guise, lieutenant général du royaume, chef de la Ligue, tout-puissant à Paris, appuyé par le roi d'Espagne, oblige Henri III à convoquer une 2e fois les États généraux. 500 députés y prennent part, presque tous acquis à Guise, qui compte obtenir d'eux la déchéance du roi, ou du moins sa totale soumission. Celui-ci se sent au bord de l'abîme. Il ne voit plus que l'assassinat pour se débarrasser de son rival. Le meurtre a lieu dans le château même, au 2e étage. Le monarque ragaillardi peut s'exclamer « Maintenant je suis roi ». 8 mois après, Henri III tombe sous le poignard de Jacques Clément. En 1617, Louis XIII, en conflit avec sa mère Marie de Médicis, l'envoie vivre à Blois avec Richelieu. Et en 1619, mère et fils se réconcilient. Mais en 1626, Louis XIII, pour éloigner son frère Gaston d'Orléans en lutte contre le tout-puissant cardinal, lui donne le comté de Blois, les duchés d'Orléans et de Chartres. Mais le remuant duc ne tarde pas à s'ennuyer en ces lieux et se met de nouveau à conspirer. Réconcilié enfin avec le roi en 1634, il peut enfin se consacrer à sa résidence de Blois, pour laquelle il a des projets grandioses. Nous voici devant l'aile Louis XII, construite en briques et pierre entre 1498 et 1508. Elle est marquée par le style gothique flamboyant, où se mêlent aux éléments d'influence nordique des ornements d'origine italienne. Vient ensuite l'aile Gaston d'Orléans, bâtie par François Mansart entre 1635 et 1638 pour le duc Gaston d'Orléans, frère du roi Louis XIII. Cette aile est restée inachevée. Son projet de reconstruction du château n'aboutira pas, suite à la naissance en 1638 de son neveu Louis XIV, devenu à sa place l'héritier au trône de France. Gaston d'Orléans avait un projet ambitieux, mais faute d'argent, il ne pourra pas le mener à son terme. L'aile François Ier, édifiée moins de 15 ans après l'aile Louis XII, montre la rapide évolution du décor architectural inspiré de la Renaissance italienne, appliqué sur des structures encore très françaises. L'escalier François Ier monte dans une cage octogonale, à demi engagée dans la façade. Ce chef-d'œuvre d'architecture et de sculpture a été conçu pour des réceptions à grand spectacle. La cage est évidée entre les contreforts et forme une série de balcons d'où la cour assistait à l'arrivée des grands personnages. Emblème du roi François Ier, la salamandre est le symbole de la vaillance royale. Elle était réputée avoir un pouvoir sur le feu.
Voici d'autres emblèmes. Celui des ducs de Bretagne et l'hermine. Adoptée par la reine Anne de Bretagne, elle est symbole de pureté, en référence à la blancheur de sa fourrure. Celui du roi Louis XII. On pensait que le porc-épic pouvait lancer ses épines protectrices sur ses ennemis, symbolisant l'invulnérabilité du pouvoir royal. Celui du cygne blessé, symbole de pureté, adopté par Claude de France, première épouse de François Ier. Et enfin la fleur de lys, emblème des rois de France depuis le XIIe siècle, symbole de pouvoir mais aussi de piété. Nous sommes dans les salles d'interprétation. Elles permettent de comprendre les grandes étapes de la création et de l'évolution architecturale du château. Cette salle est ornée de 2 cheminées, dont le décor Renaissance est en partie d'origine. Un trône à des fleurs de lysée évoque les audiences données par le roi. Les bustes des rois qui ont séjourné au château sont exposés dans cette salle. L'art de la Renaissance est mis à l'honneur. Son essor en France est favorisé notamment grâce au mécénat de François Ier. La galerie est un lieu de promenade intérieure. Le rôle de la musique et de la danse y est évoqué, ainsi que le goût pour les galeries de portraits dans des demeures princières et aristocratiques du XVIe et XVIIe siècle. Cette salle est consacrée à la reine Catherine de Médicis, épouse du roi Henri II. Le monogramme omniprésent est composé du H de Henri et des 2 C entrelacés de Catherine. L'oratoire est un espace privé pour se recueillir et prier. Ce lieu de travail et de lecture contient 180 panneaux sculptés de candélabres, motifs floraux italianisants datant du règne de François Ier. Il renferme 4 placards à vantaux dont le mécanisme d'ouverture et de fermeture est secret. Le décor de cette chambre évoque le luxe déployé à la cour de France par Henri III, qui, soucieux de son image, voulait rivaliser avec les cours italiennes. Cet espace évoque le cérémonial mis en place par Henri III afin de réglementer les usages de la cour en imposant une distance symbolique entre le roi et ses sujets. Les tableaux exposés dans cette salle représentent les principaux événements des guerres de religion. De nombreux peintres d'histoire du XIXe siècle ont été inspirés par la tragédie de Blois, l'assassinat du duc de Guise. Cette galerie illustre les travaux de restauration réalisés sous l'égide des monuments historiques par l'architecte Félix Duban de 1843 à 1870. Moulages, dessins, lettres, photographies attestent de ses nombreuses recherches et interrogations. Son espace de travail y est reconstitué.
Une partie de l'art du XIXe siècle puise son inspiration dans la Renaissance. Cette salle évoque les salons de cette époque en présentant du mobilier du XIXe siècle et des faïences fabriquées à Blois. Construite par le comte Thibaut VI en 1214, elle a gardé ses dispositions anciennes, 2 vaisseaux couverts d'un lambris en bois séparés par une file de 6 colonnes. Aménagés pour Louis XII et Anne de Bretagne, les appartements royaux du premier étage abritent le musée des Beaux-Arts de Blois depuis 1869. Suite à l'arrêt brutal des travaux gigantesques lancés par Gaston d'Orléans, l'aile est restée comme une coquille vide, surmontée par une impressionnante coupole ovale. L'escalier, les planchers et la distribution des pièces ont été aménagés depuis le XIXe siècle. Construite sous Louis XII, la chapelle a été consacrée en 1508. L'édifice actuel a été amputé de sa nef lors de la construction de l'aile Gaston d'Orléans au XVIIe siècle. Son nom renvoie au Lys, espace aménagé pour les tournois qui se trouvait à proximité. Cette terrasse est l'un des bastions d'artillerie construits en 1617 à la demande de Marie de Médicis, sur lesquels l'aile Gaston d'Orléans fut construite. Depuis les jardins, un magnifique panorama s'offre à nous. L'église Saint-Nicolas, la vallée de la Loire, la ville de Blois. Le pan de bois est un ensemble de pièces de charpente assemblées dans un même pan vertical avec un remplissage en briques, en torchis ou en plâtre, appelé ourdi. Nous sommes dans la rue des Trois Clés, car il y a 3 clés. Je n'ai pas su trouver leur histoire. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à le noter en commentaire. Merci. Construite au XIIIe siècle puis remaniée au milieu du XVIe siècle par Jacques Viard, receveur du domaine et comte de Blois, ce monument présente l'évolution de la maison médiévale en demeure Renaissance. Cette maison se distingue par 2 étages en encorbellement et par des consoles et avansoliers sculptés de scènes et de personnages tirés des fabliaux ou fables du Moyen-Âge. L'étude des cernes du bois de cette façade, la dendrochronologie, place la construction aux années 1470, sous le règne de Louis XI. Cette demeure du XVe siècle se distingue par son plan. 2 bâtiments sont situés de part et d'autre de la rue et sont reliés par une passerelle en pan de bois. Construite au XVIe siècle, la cathédrale Saint-Louis est flanquée d'une haute tour Renaissance à lanternon. La cathédrale fut presque entièrement détruite en 1678 par un ouragan. L'intervention de Colbert, dont la femme était blésoise, permit sa reconstruction rapide dans le style gothique.
nous poursuivons notre visite vers la halle aux grains. Jusqu'en 1840, la halle se situe dans un bâtiment médiéval. Sa vétusté impose la construction d'un nouveau bâtiment. En 1848, l'architecte Jules de la Morandière fait adopter son projet d'inspiration locale et reprend des éléments du XVe siècle, en particulier ceux du logis Louis XII. En 1970, la ville décide de détruire la halle devenue obsolète et non entretenue depuis 1945. Mais son inscription sur la liste des monuments historiques en 1981 la sauve et lui permet de bénéficier d'une réhabilitation. Aujourd'hui, la halle aux grains est un lieu d'exposition et une salle de spectacle. La caserne Maurice de Saxe est une ancienne caserne militaire, construite en 1863 sur environ 4 hectares. Elle a longtemps servi pour l'accueil de militaires et de jeunes hommes effectuant leur service national. Depuis 2001, la caserne est rénovée afin de créer de nouveaux logements. Un premier haras a vu le jour à Blois à l'initiative de Napoléon Ier en 1806. Installé au niveau de l'ancien couvent des Carmélites, rue du Sermon, il est finalement abandonné quelques années après la guerre de 1870 car jugé trop exigu. Les bâtiments du haras actuel datent de 1878 et 1880. Désaffecté depuis 2006, il n'est plus accessible au public. Nous sommes devant la basilique Notre-Dame de la Trinité de Blois. Au début du XXe siècle, l'essor de la dévotion à Notre-Dame de la Trinité est né du désir apostolique du père Jean-Baptiste, frère capucin du couvent de Blois. Il consacra toute sa vie à la prédication et à l'extension de la prière des 3 Ave Maria. Lui succéda le père Clovis. Il étudia et fit connaître le fondement théologique de la dévotion mariale des 3 Ave Maria, qui trouva son expression dans le titre Notre-Dame de la Trinité. En 1921, le pape Benoît XV approuve l'archiconfrérie des 3 Ave Maria. L'œuvre recevait la mission de diffuser cette dévotion. Le père Clovis lançait alors le projet d'une église qui en soit le digne centre international. Il ouvrit une souscription. Il fut un artisan convaincu de la construction de l'édifice. Les travaux commencèrent en 1932, puis furent interrompus, puis repris en juin 1935, sous la conduite d'un jeune architecte de 29 ans, Paul Rouvière, qui imprime sa marque à l'édifice. Stoppé durant l'occupation, le chantier ne peut reprendre qu'en 1946, avec un troisième et dernier architecte, Jean-Yves Froidevaux, qui se consacre à parachever la décoration intérieure. La consécration eut lieu en 1949. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, Blois relève du diocèse de Chartres. Terre de forte implantation protestante, la création d'un évêché à Blois est motivée par le désir de réaffirmer le rôle de l'Église catholique. Ainsi, en 1692, Nicolas de Berthier est nommé évêque par Louis XIV. Il arrive à Blois pour choisir l'emplacement du futur évêché. Son choix se porte sur l'église Saint-Solène, qui allait devenir cathédrale Saint-Louis, que l'on reconstruit après sa destruction partielle due au passage d'un ouragan en 1678. Sans doute, l'emplacement de sa résidence sur un terrain dominant la ville et le fleuve détermine cette décision. Et en 1697, la création du diocèse de Blois est effective. Sa portée dépasse le domaine religieux, car les premiers évêques de Blois étaient des princes éclairés et fastueux, détenant une véritable autorité politique et spirituelle. À la Révolution, l'évêché devient bien national. Le jardin, promenade publique. En 1907, il est cédé à la ville de Blois pour y installer ses musées, sa bibliothèque. En 1940, le bâtiment est modifié une dernière fois pour accueillir l'hôtel de ville. Hôtel bâti au XVIe siècle, réaménagé au XIXe, notamment le premier et le deuxième étage. Le bâtiment est daté du règne de Louis XII au XVe siècle, mais le décor à l'intérieur de la cour est contemporain du règne de François Ier au XVIe siècle. Maison médiévale du XIIIe, remaniée au XVIe siècle par la construction d'un escalier en bois à volée droite. Puits Châtel date du XVIIIe siècle et fait référence à un puits public. L'hôtel s'articule autour d'une cour avec 3 corps de bâtiments presque indépendants. La tourelle d'escalier et la galerie couverte de voûtes d'ogives assurent les liaisons d'un corps à l'autre.
Édifice du XIIe et XIIIe siècle, selon un plan bénédictin, soit un vaste chœur entouré d'un déambulatoire et de chapelles rayonnantes. Trempés malgré nos ponchos, nous rentrons retrouver Léo, puis revenons au château pour le son et lumière. Le son et lumière retrace l'histoire du château de Blois. Je vous le recommande vivement. Voici quelques images. Amis randonneurs, je vous souhaite une bonne soirée. Dans la prochaine vidéo, nous serons à Chaumont-sur-Loire. À bientôt!